Salut les petits potes, c'est Charles et ça commence... Alors aujourd'hui, je te retrouve pour te raconter 3 histoires de notre région à dormir debout et qui pourtant ont traversé les siècles. Tu vas voir qu'elles sont drôles, elles sont étranges, elles sont flippantes, mais dans tous les cas, elles ne te laisseront pas de marbre. Je t'en laisse juger par toi-même et ça commence tout de suite. Numéro 1, le perroquet royaliste de Arras. Alors on est sous la Terreur, dans le Nord-Pas-de-Calais, sous la direction de Joseph le Bon. Et alors lui, il n'était pas si bon que ça, parce qu'il a quand même fait guillotiner 400 personnes à Arras et 160 sur Cambrai. Enfin bref. Donc notre histoire commence avec la famille de la Vieille-Ville, qui est une famille issue de l'aristocratie flamande. C'est donc un père et sa fille de 22 ans qui habitent à Steenvoorde et qui vont devoir, par la force des choses, emménager à Arras. Comme tu te doutes qu'à cette époque-là, c'est pas la meilleure chose d'être un aristo, Joseph le Bon va décréter que tous les aristos doivent quitter leur château de campagne pour s'installer à la ville et ainsi être mieux contrôlés. Donc cette famille, le père et sa fille de 22 ans, vont quitter leur château de Steenvoorde pour s'installer dans leur hôtel particulier de Arras. En pratique, ils n'ont rien fait, mais ce qui va alerter on va dire les soupçons de Joseph le Bon, c'est que le gendre a mystérieusement disparu dans la nature. Alors là, il faut s'imaginer tous les domestiques qui ramènent les bagages jusqu'à Arras, et parmi ces bagages, il y a Jaco. Alors Jaco, c'est le perroquet de la fille. Alors Jaco, tu vois, bon, il amuse les patients sur le chemin, il dit naps, tu vois, tu lui dis espèce de moche, bon bah forcément il va te répondre espèce de moche. Et ce qui va se passer, c'est que un beau jour, un bon pote de Joseph va lui dire mec, je suis pas sûr, mais je crois que le perroquet là, il a dit vive le roi. Alors bon, bah, sur le coup, Joseph, il prend la remarque très au sérieux, il se dirige chez la famille de la Vieille-Ville, et il va donc faire arrêter le père, la fille, la lingère qui là aussi on l'embarque, et puis la nourrice qui fait que passer, bon bah tu viens avec nous. Donc concrètement, bah, il va mettre tout le monde en tôle et interroger le perroquet pendant une semaine. Donc pendant le long interrogatoire, Joseph va s'efforcer de demander à Jaco de répéter ce qu'il a dit. Alors Jaco va dire à peu près tout sauf le fameux mot compromettant. Ce qui fait que au bout d'une semaine, comme il en a marre, il s'énerve Joseph et il convoque tout le monde. Alors d'abord il convoque le père, donc le marquis de 71 ans, et il lui dit bah écoutez, je sais pas comment vous avez fait, mais vous lui avez inculqué un langage contre-révolutionnaire de manière raffinée. Le père ne veut pas vraiment se défendre, mais du coup il arrive à la guillotine. Sur ce est convoquée la fille de 22 ans. Joseph va lui dire c'est bien vous qui êtes la propriétaire du perroquet. Elle va répondre bah oui, ce qui fait que ça va aussi directement l'amener à l'échafaud. Troisième personne, on va convoquer la lingère de 44 ans. Alors elle va se défendre, mais elle va dire bah ouais mais moi j'ai rien fait dans l'histoire. Joseph va s'énerver et lui dire bah oui mais justement c'est ce que je vous reproche, pourquoi vous n'avez rien fait, fallait le dénoncer ce perroquet. Donc concrètement, bah, la lingère de 44 ans, allez, quick aussi. Arrive alors la jeune nourrice et au bord des larmes, elle va dire mais écoutez, moi j'en sais rien, je viens d'être embauchée la semaine dernière. Donc Joseph va réfléchir et dire bon allez c'est bien pour aujourd'hui, mais dans le doute, toi tu retournes quand même en tôle. Arrive enfin le verdict pour Jaco. Alors Joseph il le regarde, bon il se dit quand même attachant ce perroquet. Il réfléchit et il prend sa décision. Le soir, quand il rentre chez lui, il voit sa femme, et puis elle l'interroge, elle lui dit mais qu'est-ce que c'est que ça encore? Alors là, il va lui tendre le perroquet en lui disant tiens, faut le rééduquer. Donc la morale de l'histoire quelle est-elle? C'est que Madame Le Bon a gagné un perroquet, et que ça passe toujours mieux quand tu dis que c'est ton premier jour. Numéro 2, la chasse aux sorcières tardive. Alors il faut imaginer que déjà dans le Nord on avait eu une vague de sorcellerie qui avait déferlé au 15e et 16e siècle, mais ce qu'on sait moins c'est que on va relancer la mode au 19e siècle. Il faut imaginer que par exemple si un couple galère au lit,
c'est le gars du coin un peu chelou qu'on va accuser de sorcellerie. Oui, parce que ce qu'on t'apprend pas à Poudlard, mais que les gens du Nord savaient à l'époque, c'est que tu peux, si tu veux, maudire un couple, leur empêcher d'être fertile, si tu les interpelles le jour de leur mariage, à la sortie de l'église, alors que toi-même tu as sous tes vêtements caché un membre frais de taureau, de loup ou de cheval. Donc c'est comme ça que la psychose de la sorcellerie va se répandre de canton en canton. Et dans les années suivantes, on va assister à des procès atypiques du style à Dourlé en 1836, un paysan qui est accusé d'avoir assommé son voisin berger. Et le motif de l'accusé, ce sera bah il avait qu'à pas ensorceler mes vaches. Encore mieux, l'année précédente, il faut s'imaginer qu'on avait fait brûler une petite vieille sur la place du village de Catillon. Alors là, faut s'imaginer la bonne femme qui est en train de flamber comme une merguez, vraiment un spectacle moyenâgeux, et la foule comme ça en liesse, dont les autorités elles-mêmes qui avaient organisé le spectacle. Donc voilà, bon, alors certes c'est divertissant pour l'époque, mais bon, on est quand même en 1835. Alors pour lutter contre tous ces petits tracas, nos voisins les Picards ont leur propre solution. Eux ils sont plutôt dans tout ce qui est contre-sort, contre-sorcier, tout ça ils sont très fans. Donc concrètement quand tu as un problème chez eux, ils se précipitent chez un exorciseur ou vers un talisman. Donc franchement tu vois ça passe. Sur un échelon un peu plus fiable, on a tout ce qui est casseur de fièvre, coupeur de feu. Ça on appelle ça à l'époque les pinceux de secret. Alors ça, je t'avoue que pour moi-même avoir eu des expériences en rapport, même si c'est pas une science exacte, voilà, on peut avoir le bénéfice du doute, surtout que j'ai déjà vu dans certains hôpitaux, pour tout ce qui est grand brûlé, tout ça, on fait intervenir ces personnes qui, donc voilà, quand tu les regardes, c'est des personnes lambda, mais qui, selon elles, voilà, ont hérité d'un don, donc ça peut être de mère en fille, de père en fils, et voilà, quand on se transmet le don, ça permet, admettons, de arrêter des fièvres ou justement de soigner les brûlures. Alors pour finir, je vais pas parler d'une histoire, mais de plusieurs mini-histoires qui traiteront des créatures de notre folklore ch'ti. Déjà, il faut savoir que le Nord-Pas-de-Calais, c'est la région des superstitions par excellence. Je suis certain que tu en connais la blinde. Je vais t'en rajouter certaines qui ont été oubliées. On peut penser par exemple à croiser deux gendarmes, ça peut être manger deux croûtons lors du même repas, ça peut être tourner une chaise sur ses pieds, ça peut être boire du café debout, entendre une femme siffler, tout ça c'est des superstitions qui sont passées à la trappe. Alors maintenant on va parler des créatures de notre folklore ch'ti. Les gobelins c'est donc des petits hommes, ils sont avec leurs chaînes, tu vois, qui traînent derrière. Ils ont un collier avec des clochettes, et tu vois, faut les imaginer la nuit, ils sont en train de tout tirer leur chaîne, et tu les entends parce qu'ils poussent des cris plaintifs. Dans le même style, tu as les revenants de la fosse, qui sont les esprits de tous les mineurs morts lors des catastrophes de type courrière. C'est des mineurs qui sont morts dans la mine, et leur objectif c'est de remonter à la surface, et quand tu les entends, c'est leur médaille qui claque voilà, dans l'obscurité. Après, dans le même style qui effraie les enfants, bah, tu as la grand-mère à poussière, et tu as mon préféré qui est Coquemal. Alors Coquemal, c'est une petite créature qui arrive dans ta chambre quand tu la vois pas, et alors que toi t'es tranquille en train de dormir peinard, il faut s'imaginer que lui va monter tout doucement sur ton lit, va voilà, s'approcher dans les draps, et d'un seul coup il va s'asseoir sur ta poitrine jusqu'à temps que tu t'étouffes. Dans le folklore de l'Artois, du Ternois, du Boulonnais, on a aussi des traces de la jument de sa mère. Alors la jument de sa mère, c'est un cheval, une jument du coup, qui apparaît à la tombée de la nuit ou en plein milieu. Et quand tu montes dessus, alors tu as envie de monter dessus parce qu'elle est belle, elle est blanche, voilà, elle a tout pour plaire, mais bah, elle t'emmène pour te noyer. Enfin tu as Cludel. Cludel, c'est du flamand qui désigne une femme croque-mitaine qui est reconnaissable avec ses yeux qui font des petites flammes bleues. Elle peut se rapprocher de toi sous forme d'un chien ou d'un arbre. Donc voilà, je te conseille de te méfier de ton chien, on ne sait jamais. Voilà, c'est la fin de toutes ces histoires, j'espère qu'elles t'ont plu. N'hésite pas à me laisser en commentaire celle que tu as préférée. Et puis quant à moi, je te retrouve pour une prochaine vidéo et de nouvelles histoires à dormir debout. Allez, salut!